20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Première partie. Chapitre 10. L'homme des eaux. C'était le commandant du bord qui parlait ainsi. Messieurs, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue. Mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruple récit, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence Monsieur Pierre Aronnax, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris, chargé d'une mission scientifique à l'étranger, conseil sans domestique, et Ned Land, d'origine canadienne, harponneur à bord de la frégate l'Abraham Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Je m'inclinai d'un air d'assentiment. Ce n'était pas une question que me posait le commandant, donc pas de réponse à faire. Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite, sans aucun accent. Sa phrase était nette, ses mots justes, sa facilité d'élocution remarquable. Et cependant, je ne sentais pas en lui un compatriote. Il reprit la conversation en ces termes. Vous avez trouvé sans doute, monsieur, que j'ai longtemps tardé à vous rendre cette seconde visite. C'est que, votre identité reconnue, je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous. J'ai beaucoup hésité. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement. Involontairement ? Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers ? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate ? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire ? Est-ce involontairement que maître Ned Land m'a frappé de son harpon ? Je surpris dans ses paroles une irritation contenue. Mais à ces récriminations, j'avais une réponse toute naturelle à faire et je la fis. Monsieur, vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe. Vous ne savez pas que divers accidents, provoqués par le choc de votre appareil sous-marin, ont ému l'opinion publique dans les deux continents. Je vous fais grâce des hypothèses sans nombre par lesquelles on cherchait à expliquer l'inexplicable phénomène dont seul vous aviez le secret. Mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du Pacifique, l'Abraham Lincoln croyait chasser quelque puissant monstre marin dont il fallait à tout prix délivrer l'océan. Un demi-sourire détendit les lèvres du commandant, puis d'un ton plus calme. Monsieur Aronnax, oseriez-vous affirmer que votre frégate n'aurait pas poursuivi et canonné un bateau sous-marin aussi bien qu'un monstre ? Cette question m'embarrassa, car certainement le commandant Farragut n'eût pas hésité. Il eût cru de son devoir de détruire un appareil de ce genre, tout comme un narval gigantesque. Vous comprenez donc, monsieur, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. Je ne répondis rien, et pour cause. À quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments ? J'ai longtemps hésité. Rien ne m'obligeait à vous donner l'hospitalité. Si je devais me séparer de vous, je n'avais aucun intérêt à vous revoir. Je vous remettais sur la plateforme de ce navire qui vous avait servi de refuge. Je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez jamais existé. N'était-ce pas mon droit ? C'était peut-être le droit d'un sauvage, ce n'était pas celui d'un homme civilisé. Monsieur le professeur, je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé. J'ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ces règles et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi. Après un long silence, le commandant reprit la parole. J'ai donc hésité, mais j'ai pensé que mon intérêt pouvait s'accorder avec cette pitié naturelle à laquelle tout être humain a droit. Vous resterez à mon bord puisque la fatalité vous y a jeté. Vous y serez libre et, en échange de cette liberté, toute relative d'ailleurs, je ne vous imposerai qu'une seule condition. Votre parole de vous y soumettre me suffira. Parlez, monsieur. Je pense que cette condition est de celle qu'un honnête homme peut accepter. Oui, monsieur. Et la voici.
Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines pour quelques heures ou quelques jours, suivant le cas. Désirant ne jamais employer la violence, j'attends de vous, dans ce cas, plus encore que dans tous les autres, une obéissance passive. En agissant ainsi, je couvre votre responsabilité, je vous dégage entièrement, car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu. Acceptez-vous cette condition ? Nous acceptons. Seulement, je vous demanderai, monsieur, la permission de vous adresser une question. Une seule. Parlez, monsieur. Vous avez dit que nous serions libres à votre bord. Entièrement. Je vous demanderai donc ce que vous entendez par cette liberté. Mais la liberté d'aller, de venir, de voir, d'observer même tout ce qui se passe ici, sauf en quelques circonstances graves. La liberté, enfin, dont nous jouissons nous-mêmes, mes compagnons et moi. Pardon, monsieur, mais cette liberté, ce n'est que celle que tout prisonnier a de parcourir sa prison. Elle ne peut nous suffire. Il faudra cependant qu'elle vous suffise. Quoi ? Nous devons renoncer à jamais de revoir notre patrie, nos amis, nos parents ? Oui, monsieur, mais renoncer à reprendre cet insupportable joug de la terre que les hommes croient être la liberté n'est peut-être pas aussi pénible que vous le pensez. Par exemple, jamais je ne donnerai ma parole de ne pas chercher à me sauver. Je ne vous demande pas de parole, maître Land. Monsieur, vous abusez de votre situation envers nous. C'est de la cruauté. Non, monsieur. C'est de la clémence. Vous êtes mes prisonniers après combat. Je vous garde quand je pourrai d'un mot vous replonger dans les abîmes de l'océan. Vous m'avez attaqué. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret de toute mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître ? Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde, c'est moi-même. Ainsi, monsieur, vous nous donnez tout simplement à choisir entre la vie ou la mort. Tout simplement. Mes amis, à une question ainsi posée, il n'y a rien à répondre. Mais aucune parole ne nous lie au maître de ce bord. Aucune, monsieur. Maintenant, permettez-moi d'achever ce que j'ai à vous dire. Je vous connais, monsieur Aronnax. Vous, sinon vos compagnons. Vous n'aurez peut-être pas tant à vous plaindre du hasard qui vous lie à mon sort. Vous trouverez parmi les livres qui servent à mes études favorites cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds de la mer. Je l'ai souvent lu. Vous avez poussé votre œuvre aussi loin que le permettait la science terrestre. Mais vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas tout vu. Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord. Vous allez voyager dans le pays des merveilles. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à vos yeux. Je vais revoir dans un nouveau tour du monde sous-marin, qui sait, le dernier peut-être, tout ce que j'ai pu étudier au fond de ces mers tant de fois parcourues, et vous serez mon compagnon d'études. À partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément. Vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme, car moi et les miens, nous ne comptons plus. Et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Messieurs, si vous avez brisé avec l'humanité, je veux croire que vous n'avez pas renié tout sentiment humain. Nous sommes des naufragés charitablement recueillis à votre bord. Nous ne l'oublierons pas. Quant à moi, je ne méconnais pas que, si l'intérêt de la science pouvait absorber jusqu'au besoin de liberté, ce que me promet notre rencontre m'offrirait de grandes compensations. Une dernière question. Parlez, monsieur le professeur. De quel nom dois-je vous appeler ? Monsieur, je ne suis pour vous que le capitaine Nemo, et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du Nautilus. Un repas vous attend dans votre cabine. Veuillez suivre cet homme. Ça n'est pas de refus. Et maintenant, monsieur Aronnax, notre déjeuner est prêt. Permettez-moi de vous précéder. À vos ordres, capitaine. Au centre de la salle était une table richement servie. Le capitaine Nemo m'indiqua la place que je devais occuper. Asseyez-vous et mangez comme un homme qui doit mourir de faim.
Le déjeuner se composait d'un certain nombre de plats dont la mère seule avait fourni le contenu et de quelques mets dont j'ignorais la nature et la provenance. J'avouerai que c'était bon, mais avec un goût particulier, je m'habituais facilement. Ces divers aliments me parurent riches en phosphore et je pensais qu'ils devaient avoir une origine marine. Le capitaine Nemo me regardait, je ne lui demandai rien, mais il devina mes pensées et il répondit de lui-même aux questions que je brûlais de lui adresser. La plupart de ces mets vous sont inconnus. Cependant, vous pouvez en user sans crainte. Ils sont sains et nourrissants. Depuis longtemps, j'ai renoncé aux aliments de la terre et je ne m'en porte pas plus mal. Mon équipage, qui est vigoureux, ne se nourrit pas autrement que moi. Ainsi, tous ces aliments sont des produits de la mer? Oui, monsieur le professeur. La mer fournit à tous mes besoins. Tantôt, je mets mes filets à la traîne et je les retire prêts à se rompre. Tantôt, je vais chasser au milieu de cet élément qui paraît être inaccessible à l'homme. Et je force le gibier qui gîte dans mes forêts sous-marines. Mes troupeaux, comme ceux du vieux pasteur de Neptune, paissent sans crainte les immenses prairies de l'océan. J'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même et qui est toujours ensemencée par la main du Créateur de toutes choses. Je comprends parfaitement, monsieur, que vos filets fournissent d'excellents poissons à votre table. Je comprends moins que vous poursuiviez le gibier aquatique dans vos forêts sous-marines. Mais je ne comprends plus du tout qu'une parcelle de viande, si petite qu'elle soit, figure dans votre menu. Aussi, monsieur, ne fais-je jamais usage de la chair des animaux terrestres. Ceci, cependant... Ce que vous croyez être de la viande, monsieur le professeur, n'est autre chose que du filet de tortue de mer. Voici également quelques foies de dauphin que vous prendriez pour un ragoût de porc. Mon cuisinier est un habile préparateur qui excelle à conserver ces produits variés de l'océan. Goûtez à tous ces mets. Voici une conserve d'holoturie qu'un Malais déclarerait sans rival au monde. Voilà une crème dont le lait a été fourni par la mamelle des cétacés et le sucre par les grands fucus de la mer du Nord. Et enfin, permettez-moi de vous offrir des confitures d'anémone qui valent celles des fruits les plus savoureux. Mais cette mer, monsieur Aronnax, cette nourrice prodigieuse, inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement, elle me vêtit encore. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec les byssus de certains coquillages. Elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées de couleur violette que j'extrais des aplysis de la Méditerranée. Les parfums que vous trouverez sur la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation de plantes marines. Votre lit est fait du plus doux zostère de l'océan. Votre plume sera un fanon de baleine, votre encre la liqueur sécrétée par la seiche ou l'encornet. Tout me vient maintenant de la mer, comme tout lui retournera un jour. Vous aimez la mer, capitaine? Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit l'un de vos poètes. Et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses 3 règnes, minéral, végétal et animal. Ce dernier y est largement représenté par les 4 groupes de zoophytes, par 3 classes d'articulés, par 5 classes de mollusques, par 3 classes de vertébrés, les mammifères, les reptiles et les innombrables légions de poissons, ordre infini d'animaux qui comptent plus de 13 000 espèces, dont un 10e seulement appartient à l'eau douce. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a, pour ainsi dire, commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît.
Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui. S'était-il laissé entraîner au-delà de ses réserves habituelles? Avait-il trop parlé? Pendant quelques instants, il se promena, très agité. Puis, ses nerfs se calmèrent, sa physionomie reprit sa froideur accoutumée et, se tournant vers moi, « Maintenant, monsieur le professeur, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. » Chapitre 11. Le Nautilus. Le capitaine Nemo se leva, je le suivis. Une double porte, ménagée à l'arrière de la salle, s'ouvrit et j'entrai dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter. C'était une bibliothèque. De hauts meubles en palissandre noire, incrustés de cuivre, supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans, capitonnés de cuir marron, qui offraient les courbes les plus confortables. De légers pupitres mobiles, en s'écartant ou se rapprochant à volonté, permettaient d'y poser le livre en lecture. Au centre se dressait une vaste table, couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de 4 globes dépolis à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée et je ne pouvais pas en croire mes yeux. Capitaine Nemo, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents. Et je suis vraiment émerveillée quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur? Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet? Non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes. 12 000, monsieur Aronnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux, et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pouvez en user librement. Je remerciai le capitaine Nemo et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de sciences, de morale et de littérature, écrits en toutes langues, y abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés, en quelque langue qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Monsieur, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science et j'en profiterai. Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, c'est aussi un fumoir. Un fumoir? On fume donc à bord? Sans doute. Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. Aucune. Acceptez ce cigare, monsieur Aronnax, et bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content, si vous êtes connaisseur. Je pris le cigare qui m'était offert et dont la forme rappelait celle du Londres. Mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis 2 jours. C'est excellent, mais ce n'est pas du tabac. Non, ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Regrettez-vous les Londres maintenant, monsieur? Capitaine, je les méprise à partir de ce jour. Fumez donc à votre fantaisie et sans discuter l'origine de ces cigares.
Aucune régie ne les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. Au contraire. À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère à pans coupés, long de 10 mètres, large de 6, haut de 5. Un plafond lumineux, décoré de légères arabesques, distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadres uniformes, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que pour la plupart, j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. Monsieur le professeur, vous excuserez le sans-gêne avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon. Monsieur, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste? Un amateur, tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont 2 ou 3 000 ans d'existence et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. Et ces musiciens? Ces musiciens, ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. Le capitaine Nemo se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. Accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau, électriquement éclairé, retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords, délicatement festonnée, une circonférence de 6 mètres environ. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. À part et dans des compartiments spéciaux se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté. Ainsi donc, chiffrer la valeur de cette collection était, pour ainsi dire, impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers, et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. « Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur. En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste. Mais pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main, et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. » Je comprends, capitaine. Je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors. Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection de produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elles, que me restera-t-il pour le navire qui les porte? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue,
Puis-je savoir... Monsieur Aronnax, je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent, aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. Vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre Cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance. Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre, et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Et il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là, je trouvai non pas une cabine, mais une chambre élégante, avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. Votre chambre est contiguë à la mienne, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette. Le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. Veuillez vous asseoir. Je m'assis et il prit la parole en ces termes. Chapitre 12. Tout par l'électricité. Monsieur, voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm-glass dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels aux navigateurs et j'en connais l'usage. Mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre ? C'est un manomètre en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure. Il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce ? Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi ? Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit « Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages qui règnent en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. » L'électricité ? Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. Monsieur le professeur, mon électricité n'est pas celle de tout le monde. C'est là tout ce que vous me permettrez de vous dire. Je n'insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre ? Votre question aura sa réponse. Je vous dirai, d'abord, qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation
serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la Terre et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité. À la mer? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes, on trouve 96 centièmes et demi d'eau et 2 centièmes, 2 tiers environ de chlorure de sodium. Puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments. Le sodium. Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu de zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais. Le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirais en outre que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient. Bien, mais il faut encore le fabriquer, l'extraire en un mot. Et comment faites-vous? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction, mais si je ne me trompe, la dépense du sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez? Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre? Disons le charbon de mer, si vous voulez. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille? Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. Rappelez-vous seulement ceci. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité. Et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez? Je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation. Mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer, quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. Je ne sais s'ils la trouveront. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique. On marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car pour moi, il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyons ce moment, il est 10 heures du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité, ce cadran, suspendu devant nos yeux, sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 000 à l'heure. C'est merveilleux. Et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax. Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait
entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer, cramponnée à la paroi, conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. Elle aboutit au canot. Quoi, vous avez un canot? Sans doute. Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer. Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons. Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On renferme l'une, celle du Nautilus, je referme l'autre, celle du canot, au moyen de vis de pression. Je largue les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là. Je hisse ma voile ou je prends mes avirons et je me promène. Mais comment revenez-vous à bord? Je ne reviens pas, monsieur Aronnax. C'est le Nautilus qui revient. À vos ordres. À mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui. Je lance un télégramme et cela suffit. En effet, rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de 2 mètres, dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine longue de 3 mètres, située entre les vastes cambuses du bord. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. Ce sont quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium. Mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins d'ailleurs, nous purifions le navire en le ventilant à grand air. Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. Vous le voyez, j'emploie des éléments benzène et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Les éléments benzène sont peu nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut mieux, expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électroaimants de grande dimension sur un système particulier de levier et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7,50 mètres, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Et vous obtenez alors? Une vitesse de 50 000 à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine? Était-ce dans sa tension excessive obtenue par les bobines d'une nouvelle sorte? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Capitaine Nemo, je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient? Suis-je indiscret en vous le demandant? Aucunement, monsieur le professeur, puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. Venez dans le salon. C'est notre véritable cabinet de travail, et là, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus.